Bonjour, ça va toi? Salut. Merci. Vraiment bienvenue. On est très heureux de vous accueillir aussi aujourd'hui à cette journée pédagogique dans l'atelier qui traite de IA, donc intelligence artificielle et de la créativité. Je voulais vous présenter cet artiste-là qui est en attendant, qui s'appelle Rafik Anadol, qui est un artiste turco-américain qui fait des œuvres sublimes, extraordinaires, qui sont présentées en permanence au MoMA à New York, mais dans plusieurs autres musées aussi, entre autres à Florence, et puis il est en tournée dans plein d'endroits dans le monde. C'est un artiste fascinant parce qu'il travaille avec l'intelligence artificielle, mais il travaille à partir de bases de données, comme par exemple l'aéroport John F. Kennedy. Toutes les données qui circulent dans l'aéroport, évidemment, il fait des ententes avec ces endroits-là pour anonymiser les données et ensuite il les récupère et avec l'intelligence artificielle, il fait justement ces animations-là abstraites, organiques, à partir de justement tous les mouvements de données qu'il y a dans les grandes institutions. Et puis, c'est comme pour nous faire visualiser cette somme de données-là qui est toujours constante. C'est vraiment fascinant. Donc, le PowerPoint vendredi va être disponible sur Pédagogie numérique. Vous pourrez donc le reconsulter. Et j'ai mis des liens, donc des liens cliquables. À chaque fois que vous voyez des liens, vous allez pouvoir cliquer dessus puis aller sur le site dont je parle. Puis, il y a des articles de journaux, des trucs comme ça. Donc, il va y avoir beaucoup de trucs complémentaires que vous allez pouvoir consulter après coup. Alors, aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Plante, je suis conseiller technopédagogique ici au Cégep, où on dit maintenant pédago numérique. Et je suis accompagné de mon complice David Blain, qui est spécialiste en moyens techniques d'enseignement. Également de mon autre complice, qui est Anne-Gaëlle Habib, qui est aussi à la bibliothèque, spécialiste aux moyens techniques d'enseignement et aussi responsable du comité d'intégrité intellectuelle. Alors, voilà, aussi, je voulais souligner la collaboration de Jonathan Loquet et François Berger du Cégep de Rivière-du-Loup, qui sont deux profs en graphisme, qui ont fait une présentation à la QPC sur le même thème, avec une présentation extraordinaire, et qui m'ont permis d'utiliser certains extraits que je vais vous montrer aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre, de cet atelier, en fait, c'est d'initier une certaine réflexion. Je vais m'éloigner. D'initier une certaine réflexion sur l'intégration de l'IA dans le processus créatif et de mettre en évidence les défis et les opportunités que ça peut engendrer pour les enseignants. Le menu, on va voir qu'est-ce que c'est de façon générale l'intelligence artificielle, les avancées récentes de l'IA, la créativité et le processus de création, donc comment on peut intégrer ça là-dedans, et puis quelques exemples d'intégration. Et en tout et partout, je vais arrêter à quelques endroits pour vous faire réagir parce que j'ai structuré la présentation de manière à vous poser des questions puis à vous faire interagir. L'idée, c'est de ne pas faire un débat, mais c'est plutôt de faire une délibération, que vous nous partagiez vos idées, vos réactions. Et si vous avez déjà utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pour générer des images ou toute autre œuvre artistique, je vous invite à la partager avec nous, avec le groupe, sur le Teams de pédagogie numérique. J'ai créé un nouveau canal qui s'appelle IA et créativité. Vous avez donc, dans Publication, juste à faire une nouvelle conversation et nous partager les images que vous avez probablement créées. Faire un rapide survol de l'actualité 2023 pour ce qui est de l'intelligence artificielle. On va y aller en rafale. D'abord, le 30 novembre 2022, on a eu la surprise d'avoir arrivé ChatGPT, qui a bouleversé beaucoup de personnes dans son arrivée. Ça nous a beaucoup amusé pour certains, d'autres, ça nous a beaucoup inquiétés. Et rapidement, le 14 mars, donc quelques mois plus tard, est arrivée la nouvelle mouture du moteur qui fait fonctionner ChatGPT, le modèle GPT-4. Donc ça, c'était le 14 mars. Ensuite, le
le 14 mars. Ça, c'était le 14 mars, mais en fait, c'est quelques jours plus tard que des centaines d'experts réclament une pause dans la recherche de l'IA après la sortie du modèle GPT-4. On a ensuite, le 15 mai, une journée est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation pour réfléchir sur l'intelligence supérieure dans le milieu de l'éducation. On était conviés, on était plus de 1000 personnes à participer à cette journée sur l'intelligence artificielle. Le 16 mai, le développeur de ChatGPT, son président, Sam Altman, avec un spécialiste responsable de la confidentialité chez IBM, passe devant les auditions du Sénat américain et demande au gouvernement américain de réglementer avec une agence de surveillance internationale l'IA, le développement de l'IA. Le 30 mai, les journaux annoncent un peu partout dans le monde entier que l'IA représente probablement une menace pour l'extinction de l'humanité. Le 31 mai, on a un pôle montréalais d'enseignement supérieur qui se réunit pour réfléchir sur l'intelligence artificielle, la réussite et l'intégrité dans l'enseignement supérieur, avec évidemment l'intelligence artificielle. C'est une journée de réflexion où plusieurs centaines de personnes sont impliquées à travailler de concert du matin jusqu'à la fin de la journée pour essayer de trouver des solutions. Et Joshua Bengio est invité aussi aux auditions du Sénat, où il va donc expliquer son point de vue, comme il était un des signataires de cette fameuse lettre qui demandait un moratoire. Il va aller plus loin dans cette fois-là, et il va expliquer les raisons qui ont motivé son inquiétude, en fait. Recently, I and many others have been surprised by the giant leap realized by systems like ChatGPT to the point where it becomes difficult to discern whether one is interacting with another human or a machine. These advancements have led many top AI researchers, including myself, to revise our estimates of when human-level intelligence could be achieved. Previously thought to be decades or even centuries away, we now believe it could be within a few years or decades. The shorter time frame, say 5 years, is really worrisome because we'll need more time to effectively mitigate the potentially significant threats to democracy, national security, and our collective future. Alors, on comprend donc qu'il y a une inquiétude importante et sérieuse de la part des experts sur les modèles qui sont en train de se développer, les autres modèles, pas ceux qui sont présentement, mais ChatGPT, c'est-à-dire GPT-4 est un modèle qui a fait vraiment prendre conscience à tous les experts qu'il y avait un danger probablement de perdre le contrôle avec ces intelligences-là. Donc, on va voir un peu plus loin pourquoi il pense ça. D'ailleurs, 10 jours plus tard, l'ONU va mettre en place un conseil spécial, un nouveau conseil consultatif scientifique où est invité, sera membre M. Bengio, parmi 7 autres scientifiques et d'autres personnes experts dans le domaine pour, dans le fond, consulter et donner des conseils à tous les pays dans le monde sur le développement de l'intelligence artificielle. Ça, c'était le 3 août, donc c'est très, très récent. Pendant ce temps-là aussi, se promenait sur Internet, surtout sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, des vidéos comme celui-là qui disait « What happens when you ask an AI to generate the evolution of humanity? This is terrifying. » Donc, qu'est-ce qui arrive quand on demande à une intelligence artificielle de nous générer l'évolution de l'humanité? Et voilà la vidéo que ça donne.
C'est le Jojo, n'est-ce pas? Ensuite, le 4 août, donc c'est très très récent aussi, le Parlement européen ouvre une nouvelle régulation sur l'intelligence artificielle. Donc c'est le début d'une mise en force en fait, la mise en force va être en 2026, mais une première réglementation sur le continent européen va obliger les développeurs d'intelligence artificielle à rendre des comptes au pays et de devoir suivre certaines réglementations qui est mises en place par le Conseil, c'est-à-dire le Parlement européen. Donc, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans ce que je vous ai présenté, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Nous, on croit tout ce que tu dis, David. Oui. Je dis toujours la vérité, en effet, toujours, toujours. Mais tout était vrai, effectivement. Tout est très vrai, sauf une chose. On va le voir tantôt, mais il y a eu un élément de désinformation. C'est cette fameuse vidéo-là générée par l'intelligence artificielle, qui n'avait pas été créée par... En fait, c'était créé avec l'aide de l'intelligence artificielle par un artiste qui n'avait pas du tout l'intention de faire peur à qui que ce soit, mais qui a été récupéré et des gens sur les réseaux sociaux ont mis ce que j'ai écrit tantôt et ça s'est mis à faire peur au monde. Donc, c'est ce qui s'appelle dans le fond de la désinformation. Et puis, le sujet d'aujourd'hui va toucher beaucoup ça, les risques de désinformation, comme aussi il y a d'autres risques, la question des données. Mais ça, c'est un exemple frappant, comme quoi ça a été partagé des dizaines de millions de fois et ça a fait peur à beaucoup de personnes, puis des personnes influentes importantes qui ont retweeté ça, puis qui ont été très, très inquiets. Puis oui, il y a peut-être des raisons d'être inquiet, mais il faut faire attention, il faut garder la tête froide et il faut s'informer du mieux qu'on peut pour justement ne pas être manipulé par des éléments comme ça de désinformation. Il y avait un article intéressant aussi dans Le Devoir qui faisait appel à, en fait, un article d'un prof de philo, si je ne me trompe pas, c'est Stéphane Bernatchez, qui parlait de la 5e humiliation de l'être humain. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu cet article-là, qui fait référence au fait que, je ne vais pas les nommer les 5, mais il y en a quand même 3 qui m'intéressent avant. C'est celle de la révolution copernicienne, qui en fait, la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais c'est le Soleil qui est au centre de l'univers de Copernic à cette époque-là. Donc ça va avoir des échos super importants. Ça nous remet en place un peu. L'Église trouve ça bien, bien difficile à accepter, fait qu'il va publier pas son roman, mais son essai final sur son lit de mort. Il y a aussi la révolution, le darwinisme, avec l'évolution des espèces en 1859. On s'est rendu compte, dans le fond, qu'on était peut-être juste des animaux. Il y a eu Freud avec l'inconscient qui nous a fait comprendre qu'on n'était pas maître de notre demeure et que l'inconscient, dans le fond, menait pas mal de choses de nos actions. Et finalement, une des 4e ou 5e révolutions sur l'humiliation de l'être humain, c'est probablement l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'on va se rendre compte qu'avec l'intelligence artificielle, on ne sera pas seul à réfléchir et à penser, à être intelligent, mais dorénavant, on va probablement partager cette réalité-là avec des machines. Donc ça va remettre aussi certaines choses en place. Fait que je trouvais ça intéressant de l'article dans Le Devoir par rapport à ça. Puis on va voir jusqu'à quel point on peut gérer cette angoisse-là et cette anxiété-là. Donc, je vous montrais tantôt que c'est le réseau France 24 qui a débogué, dans le fond, toute la question de la désinformation avec la vidéo que je vous ai montrée. Il y avait donc une entrevue avec l'artiste lui-même qui expliquait qu'il n'y avait jamais eu cette intention-là. On avait récupéré de façon mal intentionnée son travail et on avait fait de la désinformation avec ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'IA? On en a déjà parlé à l'atelier de ChatGPT en février dernier, mais on a survolé les choses. Je vais aller un petit peu plus en profondeur, mais je vais quand même garder ça simple parce que je veux que ça arrive, que ça soit le fun bientôt, là. Un des profs que j'aime beaucoup, en fait, un prof de lycée français à Hong Kong, qui s'appelle Yann Oury, fait beaucoup de partage de ses outils
qui sont vraiment formidables et qui permettent avec ces étudiants de discuter et d'échanger sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai donc envie de vous montrer un extrait. Donc, c'est ce site-là qui est vraiment très bien fait, où vous allez avoir donc des définitions simples qui s'adressent dans le fond à des adolescents pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est des définitions très courtes et très simples à comprendre. Donc, on fait ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est quoi une IA faible ou étroite. C'est une intelligence artificielle où on a des algorithmes qui vont déterminer, par exemple, c'est quoi le prochain film que vous avez le goût de voir sur Netflix. Bien, ça, c'est une intelligence artificielle très spécialisée et qui va répondre de façon étroite à une commande ou à un besoin très, très spécifique. Alors que ChatGPT tend plus à aller vers la IA forte ou générale. On n'est pas encore dans l'IA générale où, dans le fond, l'intelligence artificielle va être au même niveau que l'être humain. Comme le disait M. Benjo tantôt, on pensait que c'était dans des décennies ou dans des centaines d'années, mais là, on pense que ça va peut-être être dans 5-10 ans qu'on va atteindre ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? Simplement, regardez l'historique de quand ça a commencé. J'ai lu des articles dans le journal, là. L'intelligence artificielle, c'est comme si ça avait été inventé l'année passée. Mais c'est pas vrai, l'intelligence artificielle, il y a des travaux là-dessus sérieux qui ont été faits par Turing, entre autres, puis des équipes qui ont travaillé très fort. Déjà, dans les années 1950, on souhaitait créer de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a eu, à cause de la faible capacité de processeur des ordinateurs de l'époque, on ne pouvait pas accomplir ce qu'on leur demandait de faire. Donc, il y a eu comme un premier hiver de l'IA, jusque dans les années 80. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle le machine learning dans les années 89. Après, en fait, avant ça, il y a eu un second hiver de l'IA. Il y a donc, excusez, je suis mélangé dans mes dates, dans ma ligne de temps. Puis il y a un renouveau qui est apparu, c'est là que c'est important, un renouveau sur le machine learning dans les années 90, où les équipes de Joshua Bengio, entre autres, ont beaucoup collaboré à l'Université de Montréal et s'est développé toute une connaissance, en fait, beaucoup de recherches de ce côté-là. Il y a aussi ce qui est intéressant à considérer, parce que notre peur et notre angoisse vient aussi beaucoup de là, c'est de la fiction. C'est-à-dire que le cinéma, la littérature de fiction nous fait beaucoup peur avec l'intelligence artificielle, parce qu'au cinéma, quand on a un scénario qui marche dramatiquement, on a besoin d'un antagoniste qui doit faire peur. Fait que dans les films de science-fiction, les robots, les intelligences artificielles sont un sujet intéressant parce que souvent à l'époque, on les connaissait peu, mais on avait une idée de comment on pouvait fantasmer les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, on a tendance à anthropomorphiser un peu l'intelligence artificielle tout le temps, alors qu'il faut rappeler que si on utilise le terme intelligence artificielle, c'est d'abord et avant tout des systèmes algorithmiques avant d'être des intelligences à proprement parler. C'est donc des systèmes, c'est des calculs machines qui arrivent à nous donner l'impression que c'est une intelligence. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, de façon générale, comme on le dit, il y a des réseaux neuronaux sur une intelligence artificielle étroite qui vont, comme dans l'intelligence artificielle dans Netflix, puis dans beaucoup d'autres, qui vont, dans le fond, répondre à une commande particulièrement. Mais ce qui nous intéresse, c'est comme les générateurs d'images qu'on va voir aujourd'hui, et aussi les chats GPT, ça s'appelle des Large Language Models en anglais, des grands modèles de langage, et eux autres, ils ont des milliards de neurones qui essaient d'imiter, dans le fond, comment le cerveau humain fonctionne, mais avec des propriétés, c'est-à-dire un réseau neuronal qui est artificiel et qui va donc créer des interconnexions. Et ChatGPT, s'il a été assez puissant, c'est que ces interconnexions-là étaient au nombre de 175 milliards. Donc, on a demandé à la machine de produire ses propres neurones aussi. Donc, il apprend par lui-même aussi. L'autre chose qui a beaucoup contribué à l'avancée, c'est l'Internet et les données qu'on se partage sur Internet. On voit que depuis 2010, seulement 2010, on a commencé avec les réseaux sociaux à augmenter
la somme de données qu'on partageait en ligne. Et ça, c'est une mine d'or pour tous ceux qui travaillent en intelligence artificielle parce qu'ils ont besoin de données pour entraîner les intelligences artificielles. Et comme on lit très peu nos termes et conditions des contrats de licence, bien, on laisse le droit à des compagnies comme Facebook, Meta, Google d'utiliser nos données pour pouvoir faire ce qu'ils veulent un peu avec, dont entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Donc, ça va vite. Les grands modèles de langage ou les Large Language Models ou LLM, donc, ont besoin de données pour s'entraîner. On a vu que, donc, ils ont ingurgité, par exemple, ChatGPT a été entraîné sur 6,5 milliards d'articles de journaux ou de magazines, 135 milliards de livres, 100 milliards de journaux. Excusez, on est dans les millions. Ici, on est dans les bits et milliards. 200 milliards de tweets, 1 milliard de conversations sur le réseau Reddit et à peu près 800 millions de transcriptions des vidéos qu'il y a disponibles sur YouTube, entre autres. Donc, c'est une somme de données faramineuse pour pouvoir entraîner ces intelligences artificielles. Alors, l'intelligence artificielle, elle se crée en 2 étapes principales. La première, c'est l'entraînement du logiciel. Et ça peut prendre plusieurs mois et c'est très intensif en termes de processeurs. Parce qu'on va leur donner, on va faire fonctionner le réseau neuronal et on va l'entraîner avec ce que je viens de vous montrer, les données, les milliards et les milliards de données écrites ou des images qu'on va donc l'entraîner à reconnaître et à être capable de prédire le prochain mot. C'est pas le prochain mot, c'est le token qu'on appelle en anglais. Donc, c'est l'équivalent à peu près de des syllabes ou des morceaux de syllabes qui va être capable de regarder, il regarde tout ça. C'est un peu comme des morceaux de Lego, puis il est capable de prédire comment, selon ce qui a été demandé par la personne, comment la réponse devrait être. Donc, ça, il fait une prédiction avec les mots, avec les tokens, en fait, les syllabes, et il est capable d'agencer une réponse qui a du sens par rapport à tout ce qu'il a appris. C'est la même chose avec les images. On va donc l'entraîner sur des milliards d'images et il va être capable de prédire le prochain pixel. Les pixels, c'est ce qui constitue les images dans le monde numérique. Quand l'entraînement est fait, il n'est plus connecté sur les données. L'intelligence artificielle, il a appris tout seul. Le modèle, il n'a plus besoin de ces milliards-là pour se référer. Il sait tout seul, comme si vous allez au musée, vous allez voir plein de peintures. Puis si je vous disais après, peux-tu dessiner un croquis d'un Picasso? Bien, vous n'êtes pas obligé de sortir une image de Picasso de votre bureau pour me le faire. Vous l'avez en tête. Mais l'intelligence artificielle fonctionne un peu comme ça. Il l'a appris et il est capable de le reproduire. Donc, un coup qui est mis en marché, rendu disponible comme ChatGPT, bien, tout ce qu'il y a dans le fond, c'est que les personnes vont entrer un input, un new prompt, c'est-à-dire une requête, et on va avoir une modération à savoir si c'est safe, c'est-à-dire si c'est bien, c'est correct, la réglementation qu'on a donnée dans le modèle, si c'est acceptable, on va répondre. Sinon, on va refuser de répondre. Et ensuite, finalement, le modèle, le chat GPT, va répondre directement avec la réponse à la requête. Comme je le disais, une grande quantité de texte à un agent à qui on entraîne à prédire le prochain mot. Et ensuite, on fait la même chose avec les images. On l'entraîne avec une grande quantité d'images à prédire le prochain pixel. Et on doit donc lui donner une requête. En anglais, on appelle ça un input à l'agent conversationnel pour qu'il puisse faire fonctionner ses neurones et ensuite nous donner une réponse. Ça va généralement très, très vite. Regardons ce que ça donne, parce qu'on est pas mal tous familiers avec ChatGPT, mais OpenAI, la même compagnie, avait sorti plusieurs mois avant un premier logiciel, c'est-à-dire sur leur plateforme, un logiciel de génération d'images qui s'appelle DALL-E. Et il est sorti il y a 1 an à peu près, DALL-E 2. C'est la deuxième version de DALL-E. Vous pouvez aller sur votre compte d'OpenAI si vous avez ChatGPT et vous pouvez l'essayer gratuitement en vous loguant sur votre compte. On va voir en fait, si vous allez sur Instagram, vous pouvez voir des images qui sont partagées de gens qui utilisent DALL-E pour faire des images
avec ce LLM-là d'image. Je propose maintenant de regarder une démonstration. Et comme je vous l'ai montré tantôt, on va prendre le même input du petit chien mignon sur une plage et on va voir ce que ça va nous donner. Puis à chaque outil qu'on va utiliser, on va utiliser le même input. Des fois en français, des fois en anglais, parce qu'il y a certains modèles de langage qui comprennent mieux l'anglais que le français. Mais on va donc voir ce que ça donne. Donc voici une démonstration de DALL-E. On va donc sur le site DALL-E. Comme je vous le dis, vous faites Try DALL-E. Et grande simplicité, un peu comme ChatGPT. Une seule barre, on met notre prompt, c'est-à-dire notre requête, et on fait générer. Pouf! C'est aussi minimaliste que ça. J'ai accéléré un peu le tout, et voilà, l'image qu'il me sort, DALL-E me donne donc une sélection de 4 images possibles pour cette requête-là. Ce qu'il y a de bien dans DALL-E, c'est que je peux éditer, donc je peux faire des corrections. S'il y a des artefacts bizarres, bien, je peux lui demander de les corriger simplement. Je clique là-dessus, puis je fais régénérer, et il va corriger ces artefacts-là. Donc, je peux m'amuser à peinturer, dans le fond, le dessin qu'il m'a fait ou l'image qu'il m'a fait pour la modifier à loisir, et puis arriver à l'image que je souhaite avoir. Donc, ça, c'est DALL-E. On est toujours dans le mode édition. Je peux donc changer son museau, parce que je trouvais qu'il était un peu bizarre, son museau. Il va donc corriger ça, puis me donner d'autres museaux, d'autres possibilités. Bien, celle-là, je ne le trouve pas pire. Mais j'ai toujours été insatisfait un peu de DALL-E, de ce que ça donnait. C'est amusant, mais je me tannais assez rapidement. Vous voyez tous les essais que j'ai faits, mais je n'ai pas une banque d'images très, très, très forte. Je voulais voir au niveau du teint, de la peau, des pores, qu'est-ce que ça donnait. Bien, il sort quand même des images parfois qui sont pas si mal. Mais là où il excelle quand même, plus intéressant, c'est au niveau de l'illustration. Et puis, on a fait des tests avec certains professeurs qui voulaient illustrer certains propos. Ça, c'est des essais que j'ai faits par rapport à la photographie. Vous voyez en haut les visages et les corps, comment ça sort de façon très, très étrange. Puis ça, c'est très récent, ces essais-là que j'ai faits. Vous voyez encore une ballerine dansant sur le toit d'un autobus. Il me sort des bizarreries. Donc, il y a bien de la misère encore avec le corps humain DALL-E, là. Alors que, comme je vous disais, des illustrations, j'ai une collègue donc, qui enseigne le français qui voulait donc avoir un portrait du personnage de Phèdre dans Racine. Ah ben là, puis j'avais pourtant demandé une photo ultra réaliste, mais il me sort des illustrations comme ça. Mais ça plaisait beaucoup aux profs, elle trouvait ça vraiment intéressant. Elle, ça ne tentait pas d'avoir quelque chose de réaliste. Fait que quand on y va vers de l'illustration, ben DALL-E nous donne des choses qui sont quand même intéressantes. Mais il y a toujours une part d'aléatoire un peu quand on travaille avec l'intelligence artificielle générative. Il y a une autre façon aussi d'utiliser DALL-E, c'est que Microsoft, comme vous le savez, a financé le développement des intelligences artificielles à coût de centaines de millions de dollars pour développer ces intelligences artificielles-là, les modèles de OpenAI, et ils ont donc le droit, pas exclusif, mais d'intégrer ces outils-là en priorité, en exclusivité des fois pendant plusieurs mois, et les intégrer dans leur suite. DALL-E, ça fait ça aussi avec le moteur Bing. Si vous allez sur Bing, vous allez pouvoir donc utiliser le moteur de DALL-E à travers Bing. Donc, j'ai mis l'adresse en haut, c'est bing.com/create, et vous allez avoir accès à cet outil-là très gratuitement. Oui, c'est ça, c'est effectivement. Bien, beaucoup des outils que je vais présenter aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ne sont pas, la plupart ne sont pas payants à condition d'utiliser un certain nombre de jetons par jour ou de requêtes par jour ou des fois par mois. Donc, soyez avisés de ça. C'est souvent marqué en haut le nombre de jetons dont on dispose. Donc, voyons comment ça fonctionne sur Bing. Excusez. Je n'ai pas fait de démonstration de celui-là, mais j'ai juste fait la même requête et on voit ce que ça donne en passant par Bing. Fait que là, il m'a sorti quelque chose d'un peu plus réaliste en passant par Bing, alors que j'ai exactement le même, mais en français cette fois-ci, mais j'ai utilisé donc la même requête pour qu'il me sorte donc des images tout à fait différentes, mais qui répondent à la requête.
Et ensuite, il y a Midjourney. Midjourney, c'est vraiment la star des intelligences artificielles qui génèrent des images. Et parce qu'elle est beaucoup plus avancée que les autres, même si elle est partie à peu près aux mêmes dates. C'est un studio indépendant et qui a développé cette intelligence artificielle-là de façon remarquable. La seule difficulté avec Midjourney, c'est que c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il faut se créer 2 comptes. Il faut se créer un compte dans Midjourney, qui maintenant n'est plus. Il y avait la possibilité de l'avoir gratuitement jusqu'au mois de mai, puis on va voir tantôt pourquoi c'est plus gratuit depuis le mois de mai. Et c'est pas très, très attirant, l'interface de Midjourney. Mais Midjourney, dans le fond, on s'inscrit, on se crée un compte, et cet espace web-là va devenir comme votre portfolio des images que vous allez créer par la suite. Mais pour créer des images, il faut d'abord utiliser Discord. Discord, c'est un réseau social et c'est une interface un peu comme Teams, où les gens échangent sur plein de sujets. Avant, c'était beaucoup sur les jeux vidéo. Mais, pardon? Il y a beaucoup de jeunes de 16 ans. Oui, il y a beaucoup. Mes ados sont là-dessus, effectivement. Et c'est par contre ce qui est utilisé donc pour faire des requêtes à Midjourney. Il y a comme un robot. On se crée un serveur qui est l'équivalent d'une équipe dans Teams. Et dans votre serveur, vous pouvez vous créer des canaux, et puis vous allez inviter le robot de Midjourney pour lui faire des requêtes. Et c'est là que ça va se passer dans la conversation avec votre robot. Comme je vous le disais maintenant, il n'y a plus de plan gratuit comme il y avait avant. Puis maintenant, le plan, bon, c'est 10 $ par mois, 30 $ par mois, ou le programme Plan Pro à 60 $ par mois. Ça nous donne des heures d'utilisation du GPU, donc du processeur pour créer ces images-là. Mais créer des images, ça prend quelques secondes. Donc, moi j'utilise le plan à 30 $ par mois, mais je n'ai jamais utilisé toutes mes heures dans un mois complet, là, parce que c'est des secondes. Puis j'ai créé plusieurs milliers d'images sur Midjourney depuis que je suis inscrit au mois de février dernier. Donc, regardons ce que ça donne, une image de Midjourney avec la même requête qu'on avait tantôt. Mais reculons en arrière, d'abord, dans la version 1 de Midjourney, parce que maintenant, on est dans la version 5.2 de Midjourney. En l'espace d'un peu plus qu'un an, ça a évolué très, très rapidement, alors que DALL-E est toujours dans la version 2. Midjourney avance très rapidement. Donc, il y a un an, la requête « A cute puppy on a vibrant paradise island with palm trees », ça nous donnait ça. Donc, on se parle dans janvier 2022. Fait que ça, c'était Midjourney. Il y a un an. Mais regardons comment ça marche Midjourney. Je vous ai expliqué un peu brièvement qu'il fallait passer par Discord. Donc, j'ai une petite vidéo à vous présenter. Donc, on va voir comment ça fonctionne dans Midjourney. Donc, on fait la requête ici dans la barre. On parle avec le chatbot. Et là, il nous sort rapidement et on va voir apparaître en pourcentage, là, je l'ai accéléré, les images de Midjourney en version 5. Donc, la version actuelle, il nous donne donc 4 propositions du petit chien, du cute petit chien sur la plage. Et je peux donc sélectionner une qui m'intéresse et je vais travailler à partir de celle qui m'intéresse en particulier et aller plus loin et faire beaucoup de commandes avec le chatbot, c'est-à-dire le robot de Midjourney, et lui demander de changer certains paramètres. Et ça devient vraiment intéressant parce qu'il est très, très évolué. Mais les paramètres, c'est pas convivial. Il faut apprendre à les connaître un peu. C'est pas du codage informatique. C'est juste des petits codes à comprendre et à apprendre. Il y a une liste qui est disponible et qui vous permet de savoir comment on fait pour changer le ratio. Il faut marquer 2 points AR pour Aspect Ratio.
16:9 si je veux que ça ait le format 16:9. C'est juste des petits trucs comme ça qu'on apprend assez rapidement à connaître d'une liste où on se garde un aide-mémoire sur le bureau et on fait donc, OK, je vais pouvoir modifier assez facilement mes images. Donc ça, c'était il y a un an. Ça, c'est aujourd'hui, le petit chien. Donc dans la version 5.2. Donc il y a eu... Mais s'il n'y a pas juste ça, c'est qu'avec cette image-là, avec les commandes qu'on lui a demandées, on peut lui dire « Ah, le petit chien, ben, j'aimerais ça maintenant que tu me le transformes en croquis. Fais-moi un croquis au crayon. » Fait qu'il va me sortir des possibilités. Même chose, il va m'en sortir 4 et ça peut donner quelque chose comme ça. Mais on pourrait lui demander aussi de me faire un rendu 3D comme une animation Pixar et il va me sortir un rendu Pixar. Et si vous êtes parmi ceux qui aiment beaucoup les effets spéciaux, l'animation par ordinateur, vous connaissez qu'il y a des moteurs de rendu qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Il connaît tout ce vocabulaire-là. Il a tout ingurgité là, ça sur Internet. Donc, il connaît tout ça. Il connaît le vocabulaire spécialisé. On peut lui demander donc des commandes très, très spécialisées. Il va les comprendre. On peut même lui demander de nous faire un tatouage avec le petit chien en question. Donc, Midjourney, comme je vous l'ai dit, on est passé de janvier 2022 à, il nous sortait une image qui ressemblait à celle-là, pour une image d'une jeune femme dans un film inspiré de Wes Anderson. Et il va donc nous sortir, puis on voit le même prompt, c'est-à-dire la même requête, qui va donc évoluer au mois d'avril dans la version 2, version 3 en juillet 2022, novembre, version 4 qui a vraiment fait un bond de géant, tout le monde était super impressionné, et aujourd'hui on est rendu à la version 5.2, parce qu'il y a toujours des petites améliorations dans chaque version aussi, et des façons aussi de livrer la texture de l'image qui est très, très, très évoluée. Fait que c'est très impressionnant de voir cette intelligence artificielle-là, les modèles s'améliorer de mois en mois, être de plus en plus performants. Donc, si vous aimez la création d'images, puis c'est important pour vous, c'est significatif pour vous, ça vaut la peine d'essayer ce que c'est. Dans un des diapos que j'avais tantôt, il y avait un lien avec quelque chose qui était marqué « Literacia ». J'avais envoyé un courriel au mois de juin pour vous dire « Allez jeter un coup d'œil là-dessus ». Il y a des tutoriels de comment ça marche, comment on s'installe là-dessus, comment on crée un compte sur Midjourney. Oui. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si ces améliorations-là sont dues au fait que le logiciel, ou en tout cas les algorithmes, sont autodidactes, ou c'est vraiment peaufiné par des équipes? 3 choses. Il y a 3 éléments. Il y a effectivement le logiciel qui s'améliore par lui-même, mais il y a besoin d'une rétroaction. C'est ça, c'est formidable, j'arrête pas de le répéter à tous les profs. C'est que si l'intelligence artificielle est si bonne et évolue si rapidement, c'est parce qu'ils ont de la rétroaction constante et rapide. Ils font quelque chose et ils nous donnent 4 images différentes. Vous avez vu, ils généraient 4 images. J'en choisis une. Ça veut dire que les autres ne sont pas bonnes. C'est celle-là qui me plaît. C'est ça la rétroaction. Elle est instantanée. Il comprend ça. Il dit « OK, ça j'ai fait une bonne job. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. » Il a reçu une rétroaction. Il sait qu'il va falloir qu'il s'améliore dans cette direction-là. Il y a évidemment aussi les équipes de programmeurs chez Midjourney qui vont travailler à améliorer tout le processus. Puis les paramètres, les neurones, on peut les ajuster aussi un peu. C'est un peu comme, vous savez, les boutons des anciennes radios, puis on voulait syntoniser le poste, là, puis on les tournait un petit peu. Bien, les programmeurs sont capables d'ajuster les réseaux de neurones, certains réseaux de neurones, et permettent à faire bonifier tout le réseau neuronal par la suite. Et puis l'autre chose, c'est ça. C'est nous, dans le fond, comme utilisateurs, en donnant de la rétroaction, qui nous permet d'améliorer le produit avec l'équipe de Midjourney aussi. Et puis, l'intelligence artificielle elle-même, qui, dans son réseau neuronal, apprend par elle-même aussi. Oui. C'est juste une réflexion. Tu sais, dans le sens que tu as parlé de la désinformation, puis tout ça, puis tu sais, de toute la réglementation, j'avoue que moi,
c'est ça me fait peur parce que, tu sais, on dirait une vraie actrice. Là, tu dis, il y a plus d'acteurs, là, fait que c'est ça, mais moi, j'avoue que je suis plus bien m'informer, tu sais, que dans ce contexte-là, puis dans la réglementation, c'est quoi, tu sais, c'est quoi que, tu sais, faut citer, puis tout ça, mais, tu sais, moi, j'avoue que je serais curieuse éventuellement d'avoir des ressources pour ça, parce que moi, je ne veux pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Oui, c'est une question extrêmement pertinente. Puis on a une petite section tantôt où on va justement questionner ça, les conséquences qu'il y a là-dessus. Puis c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de plan gratuit sur Midjourney. C'est parce qu'il y a eu des images qui ont circulé et qui ont servi à de la désinformation, qui ont touché sur le plan politique et économique, qui ont eu des effets extrêmement importants au mois d'avril, au mois de mai dernier, et ça a fait en sorte qu'ils ont fermé le plan gratuit parce que les gens pouvaient ouvrir des comptes anonymes, créer des images, puis disparaître, qu'on ne pouvait pas avoir de suivi. Alors que quand on se crée un compte avec une carte de crédit, tout ça, c'est plus facile de faire des suivis sur... Donc, en ce sens-là, oui, Bernard. Est-ce que les prompts, ça se fait seulement en anglais? Non, maintenant, c'est en français. Au début, quand on a commencé à travailler, on dirait que, on ne dirait pas, l'intelligence artificielle ne comprenait que l'anglais. Et on s'est rendu compte que plusieurs LLM, les Large Language Models, ont appris par eux-mêmes d'autres langues. Et ils n'avaient pas été programmés pour apprendre ces langues-là. Ils ont appris par eux-mêmes en déduisant. Et il y a plein de langues qui sont comme apparues. Et les programmeurs ont fait « Qu'est-ce qui s'est passé? On n'y a jamais dit d'apprendre telle langue-là. » Des langues, des fois, disparues. Le perse, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de converser dans des langues extrêmement rares. C'est une très bonne question. Dans le cas de Midjourney, dans les termes et conditions, elles appartiennent à toi, mais tu n'as pas le droit d'enregistrer des copyrights dessus. Donc, elles appartiennent à tout le monde. C'est un réseau de partage et toutes les créations que tu fais sur Midjourney, tout le monde peut aller récupérer tes prompts et faire des images avec la même requête que tu as faite sur tes images. Donc, oui, on peut la commercialiser à condition que tu n'essaies pas d'enregistrer un copyright pour protéger ton œuvre. Donc, c'est ça, mais tu peux faire de l'argent avec. Dangereux, oui. C'est ça, c'est que ça revient remettre en question énormément nos paradigmes économiques par rapport à la création. Ça vient bousculer beaucoup de nos façons de faire. Donc, on va voir tantôt, justement, des questions qui ont rapport à ça. Donc, ça, c'est une image que j'ai créée accidentellement hier. Je voulais faire une image pour le PowerPoint, puis ça ne correspondait pas du tout, mais j'ai trouvé l'image magnifique. Où est-ce que je peux la placer? Parce que je la trouve vraiment trop belle. J'ai joué avec elle parce que j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça du tout. J'ai pas demandé d'éléphant. J'avais pas rien décrit. Mais il m'a sorti cette image-là que j'étais vraiment flabbergasté. Puis j'ai fait, wow! Tu sais. Puis, oui. Par rapport à ce que tu dis, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de formations, que ce soit InfoPresse, il y a des formations sur justement de faire des bonnes requêtes. Puis il me dit, j'ai suivi des formations, puis il dit, les personnes qui vont se distinguer par rapport aux autres dans leur CV, c'est ceux qui vont réussir à avoir les meilleures requêtes. Exactement. C'est ça, c'est l'habitude, c'est savoir. C'est la pratique, dans le fond. C'est en faisant de la pratique, en essayant, qu'on découvre des trucs, en partageant, en regardant sur Internet. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos de gens qui partagent les trucs, des gens qui se sont spécialisés à faire ça dans les derniers mois. Et puis, donc, c'est ça. C'est dans la pratique de l'ingénierie de la requête, ou le prompt engineering, qui fait en sorte qu'on va faire la différence. Si je vais vers mon portfolio rapidement, j'ai créé des milliers d'images au cours des derniers mois. Ah, ça c'est moi. Vous ne le voyez pas. Fait que je vais débarquer encore une fois. Donc, là, je vais aller dans mon portfolio de Midjourney. Donc, je suis sur le site et vous voyez donc les images que j'ai faites. D'ailleurs, c'est quoi la requête que tu as mis pour avoir un éléphant? On le voit ici. Vous voyez, quand on passe sur mes images, je vois exactement les requêtes
qui ont construit cette image-là. Donc, ma requête, c'était simplement fond d'écran pour présenter des actualités à la manière des médias traditionnels. C'est ça. Ben, c'est ça, Hawaii qui brûle. Ah, tiens, voilà, c'est effectivement. Mais non, ça se peut pas parce que le modèle, il était entraîné pas sur l'actualité, il n'est pas branché sur Internet. Son cerveau, il n'est pas lié à ça. Donc, c'est pas une possibilité. Mais vous voyez donc à quel point c'est hallucinant. Il y a le petit chat que j'ai fait, mais je me suis amusé à faire aussi de la bande dessinée ou du croquis, du one-liner art, excusez mon anglicisme, à pratiquer aussi comment je pourrais arriver à faire. Il y a beaucoup d'amis qui travaillent avec les images de Trump. J'ai essayé avec Justin Trudeau, qu'est-ce que ça donnerait. Pour une exposition photo aussi, j'ai demandé à ma copine d'être modèle, mais elle ne voulait pas que ce soit son visage qui apparaisse pour une exposition photo que je faisais. Donc, j'ai créé des visages d'une femme dans la cinquantaine d'années et j'ai utilisé ce visage-là que j'ai collé dans Midjourney. Je vais vous montrer comment tantôt. Donc, j'ai échangé le visage de ma copine pour le visage que j'avais créé. Donc, le personnage, c'était dans le fond des photos fictives, narratives, et ça me permettait de facilement juste changer le visage pour que ma copine n'apparaisse pas dans l'exposition photo que j'ai faite. Donc, vous voyez, donc, un paquet d'images. Ça, c'est des images vraiment intéressantes que j'ai demandé des fois à ChatGPT de me sortir des titres de surréalistes et que j'allais planter directement dans Midjourney, puis il me sortait des images abstraites vraiment intéressantes. Ça, c'est des images qui ressemblent à mon chat. Évidemment, je décrivais mon chat. Ça, c'est des photos de moi que j'ai prises, j'ai mélangé avec des dessins. J'ai dit, prends une photo de quand j'étais adolescent et essaie de faire un croquis de moi. Puis on peut mélanger, donc mixer deux photos, deux images ensemble, et il va faire un mélange des deux. Donc, c'est un peu à ça que je ressemblais quand j'étais ado. Puis ça, c'est ma blonde quand elle était adolescente aussi, parce qu'on se connaissait quand on était ado aussi. Donc, voici quelques essais d'images qu'il y a dans mon portfolio. Non, je n'ai pas essayé, non. J'aurais pu. Donc, vous voyez, dans les milliers... j'ai fait ici une autre découverte extraordinaire. Je pense que le prompt, c'était physique quantique. Et il m'a sorti cette image-là que je trouvais très, très belle, mais qui n'avait aucun rapport. Donc, des textures que je trouvais fort intéressantes. Et évidemment, je suis fan de Juliette Binoche, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai demandé de me créer un portrait peint de Juliette Binoche à différents âges. Puis, donc, on a travaillé là-dessus. C'était donc très amusant aussi. Et il s'était passé quelque chose d'extraordinaire quand je suis allé en Tunisie en janvier dernier. Tu te rappelles, on était dans le désert, pas en janvier, c'était en novembre. Puis, notre chauffeur nous a demandé s'il pouvait arrêter pour faire sa prière. Et moi, j'avais mon appareil photo, puis je savais que j'avais un thème religieux à faire pour mon club photo. Puis là, je disais, est-ce que je lui demande? Mais j'étais beaucoup trop gêné de lui demander de m'autoriser à le prendre en photo parce qu'il faisait sa prière. Puis je le regrettais des jours et des semaines après. J'aurais dû. C'était tellement beau, cette image-là, au coucher du soleil, tu te souviens? Hein? Puis là, j'étais là avec mon appareil photo, puis je n'osais pas le prendre en photo sans avoir sa permission. Mais en revenant, ce que j'ai fait, je suis sauté dans Midjourney et j'ai décrit tout ce que j'avais vu, puis ce que j'avais le goût de revoir. Et c'est comme ça que j'ai créé cette série d'images-là de quelqu'un, d'un Tunisien dans le désert du Sahara, qui est en train de faire sa prière au coucher du soleil. Oui? On est sur notre ordinateur, qu'on fait des recherches, souvent il y a une influence sur les autres sites qu'on est allé voir. Il va nous sortir des images, des pubs qui sont en lien peut-être avec des choses qui sont dans notre ordinateur ou qui ont été. Est-ce que c'est la même chose pour, si on rentre exactement les mêmes mots, la personne à côté va avoir une image différente de la mienne? Oui, en effet. Oui, il y a une influence. Ben, je ne pourrais pas confirmer que c'est lié à tes données, parce que je ne pense pas que le logiciel, dans les paramètres, c'est-à-dire les conditions que j'ai lues, il n'y a rien qui permet au logiciel d'aller fouiller dans tes données personnelles pour ça. Par contre,
ce que tu entres comme données, puis ce que tu aimes, puis sur tu cliques, lui, il va le retenir, puis il va te donner des images qui vont influencer ça. Fait que si quelqu'un a créé une image avec un prompt, c'est-à-dire une requête, tu la reprends, il va se souvenir, toi, que tu aimes tel type d'image, et il va façonner cette image-là à ton goût, à toi, probablement. Fait que c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Donc, vous voyez, il y a des milliers d'images là, que j'ai créées au cours des derniers mois. C'est vraiment, vraiment le fun à faire. C'est très stimulant. Et on peut partager avec d'autres notre portfolio aussi. Des amis, des collègues, on peut de cette façon-là aussi partager nos créations avec nos collègues. Il existe, on va revenir à Midjourney tantôt, mais il existe d'autres sites parce qu'il y a des profs qui m'ont demandé, oui, mais si on ne veut pas payer, existe-t-il des équivalences, des alternatives gratuites à Midjourney? On a vu tantôt Dall-E qui est gratuite, on peut voir aussi une autre qui a une interface web qui est très conviviale, beaucoup plus simple et qui s'appelle leonardo.ai. Donc, vous pouvez aller directement là-dessus puis vous créez un compte. C'est gratuit et vous allez avoir évidemment une limite de jetons aussi pour pouvoir faire des créations. Mais je vous montre à quoi ça ressemble avant que vous vous lancez. Voici donc l'interface. On va sur générer des images et puis je vais y rentrer. Ça, c'est des images que j'ai faites dans le passé. Je vais faire générer le petit chien comme tantôt. Je ne me rappelle pas si je l'ai fait en anglais ou en français. Je pense en anglais, j'ai choisi celui-là. Et je vais lui demander de générer, non, en français. Donc, de générer le petit chien sur Leonardo. Et on peut choisir le nombre d'images ici, plus que 4, il peut aller jusqu'à 8. Il y a des fonctions aussi qui sont payantes, donc on peut prendre, donc il y avait photoréalisme, elle n'est pas disponible, c'est une nouvelle fonctionnalité, parce que je n'ai pas un compte payant là-dessus. Donc, on va voir ce que ça donne avec Leonardo. Donc, on arrive à quelque chose d'assez intéressant. Peut-être pas aussi détaillé et précis que Midjourney, mais qui nous donne des choses assez intéressantes. Mais ce qu'il y a vraiment de remarquable avec Leonardo, c'est l'interface et à quel point que les fonctionnalités sont conviviales et faciles et intuitives. Donc, il y a des petits boutons directement si on veut faire des modifications là. Puis, il y a tout le panneau ici d'indication où vous pouvez modifier vos images très, très, très facilement. D'ailleurs, c'est tellement populaire que Midjourney travaille depuis quelques mois à avoir une interface web semblable à Leonardo. Oui? Tantôt, vous avez mentionné que vous avez mis la photo de votre conjointe, après ça, vous l'avez retravaillée, mais ça reste un site public. Donc, est-ce que la photo de votre conjointe est maintenant disponible pour tous? Non, pas. Elle n'apparaît pas dans mon portfolio de Midjourney. Elle est dans mon compte Discord, qui, lui, est privé. Donc, il est payant, il est privé. Il n'y a personne d'autre, à moins que c'est des gens que j'autorise à venir dans mon équipe, dans mon serveur et dans le canal particulier où je travaille avec le chatbot. Ceux-là pourraient retrouver les choses, mais sinon, ça ne sera pas public. Sur Discord, ça reste privé. Okay. Donc, on tape mon nom, par exemple, il n'y aura pas de photo de moi. Absolument pas. Absolument pas. Non, absolument pas. Il y a une autre plateforme aussi qui est en ligne. Avant, c'était un peu compliqué. Stable Diffusion était une autre intelligence artificielle qui est partie à peu près en même temps que Midjourney puis Dall-E. Très rapidement, a été très, très populaire. Le côté un peu plus complexe de Stable Diffusion, c'est qu'il fallait l'installer localement sur son ordinateur et il fallait avoir beaucoup de puissance de processeur pour pouvoir arriver à une image qui sortait rapidement. Mais depuis pas longtemps, il y a différentes interfaces qui ont permis de le faire dans une interface web et on peut le retrouver à l'adresse que vous voyez en haut, donc qui est ici clipdrop.co, Stable Diffusion, et j'ai la version française. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. J'ai aussi le lien en bas. Si jamais, quand vous aurez le PowerPoint, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver sur la page de... On va regarder ce que ça donne avec Stable Diffusion, qui est aussi très, très populaire. Faut que je parte.
Donc, même service. On va y entrer la requête avec le petit chien. Puis on fait générer. J'ai accéléré juste un petit peu. Je skip c'est pas de la pub, là, mais l'envie d'upgrader sur ce site-là. Et il va me sortir 4 images que je vais voir en gros plan. Donc, ils sont en bas, puis je peux donc ils sont assez intéressantes. J'ai ici un petit logo de ClipDrop, par exemple, qui est intégré, que je peux facilement effacer d'une autre façon après. Mais voilà ce que ça donne avec. Puis ce qu'il y a d'intéressant avec Stable Diffusion, c'est la possibilité d'éditer les images. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une fonction qui s'appelle Relight, donc rééclairer l'image. Puis regardez ce que ça donne quand on fait Relight. Vous allez passer en mode rééclairer l'image et vous allez déterminer les sources lumineuses dans l'espace de la photo. Et vous allez pouvoir choisir la température couleur de la source, sa position. Et donc, bon, j'ai été un peu lousse là, dans mon expérimentation, mais vous comprenez, votre source lumineuse, vous allez pouvoir la placer, puis le chien va être éclairé en fonction de la position. Donc, en 3 dimensions, la lumière et la texture sur votre sujet va donc être affectée par la position que vous allez choisir. Fait que ça, c'est assez remarquable, la possibilité de faire ça avec Stable Diffusion. Oui? Est-ce qu'on peut travailler en équipe quand l'étudiant travaille sur une même photo? Peut-être pas sur une même photo, mais tantôt, on va voir qu'on peut partager un compte sur, entre autres, Midjourney, parce que c'est un compte payant. Mais on peut donc, une équipe, ensemble, partager un compte et travailler à partir d'un même compte. Oui? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe un programme qui permet de savoir si cette image-là a été créée par Midjourney, DALL-E, etc.? Non, il n'y a pas de programme qui permet, c'est un peu comme ChatGPT, pour déterminer, mais on va voir tantôt quels sont les signes qui pourraient nous permettre de déterminer si c'est une image réelle ou une image qui a été générée. Mais il n'y a pas de détecteur en proprement dit. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'attention et d'esprit critique en regardant plus attentivement les images qui nous passent sous le nez, surtout celles qui nous étonnent, qui nous émeuvent, qui nous font peur. Bien ça, il faut être beaucoup plus prudent et les regarder très attentivement. Donc, je me suis amusé un peu à faire des recherches sur les réseaux sociaux que je connais, puis je me suis dit, voici, j'ai regardé ici les inscrits, ceux qui sont ici aujourd'hui. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup de personnes en design de mode. Je ne sais pas si vous y voyez dans le processus créatif du travail de vos étudiants une possibilité d'exploiter, une opportunité d'exploiter ces logiciels d'intelligence artificielle-là pour faire de la création. Que ce soit des croquis, des dessins ou simplement des photos beaucoup plus réalistes, des modèles qu'on essaie de conceptualiser. Donc, on peut faire des choses très belles qui vont évidemment se faire sans avoir à faire d'appel à un photographe, à une équipe technique, des costumes et tout ça. Donc, on peut, en fait, je pense au cinéma quand je dis ça, évidemment, parce que c'est une mise en scène assez complexe de réaliser une photographie comme celle-là ou celle-là. Et puis, ça donne des résultats souvent très, très étonnants. Évidemment, c'est des images qui ont été réalisées avec Midjourney. Vous avez le lien du compte Instagram pour les références aussi. Donc, je ne sais pas, je pose la question. Oui, Bernard? Je veux savoir, au niveau de la qualité de l'image, est-ce qu'il y a une qualité qu'on peut déterminer? Parce que la majorité des images qu'on voit, c'est comme c'est plus... Oui, c'est parce que je les ai agrandis pour mais la question, elle est bonne. Est-ce qu'on peut demander une qualité d'image impeccable au pixel? Oui, on peut lui demander. En fait, il y a deux aspects à ta question. Au niveau pixel, il va générer des images de 1024 par 1024 pixels à la base. Par contre, il y a des possibilités sur certains sites d'augmenter la résolution de l'image. Donc, on up-res, il va pouvoir augmenter cette résolution-là par la suite. Ça, c'est la question technique du nombre de pixels, de la résolution. D'autre part, par contre, on peut demander à Midjourney puis à d'autres logiciels, moi qui est photographe, on peut lui dire, je voudrais que cette photo-là soit prise avec une caméra Canon 6D avec une lentille 70-200 à ouverture 2.8 il va comprendre.
Et si je lui dis après, fais-moi la même photo, mais avec une ouverture 5.6, vous allez voir que la profondeur de champ ne sera pas la même, évidemment, pour ceux qui font de la photo. Mais l'intelligence artificielle a compris ça. Elle le sait. Elle connaît ce vocabulaire-là. Donc, la variation, il va la produire. Donc, ça, c'est vraiment hallucinant, là. Parce que maintenant, je peux faire des photos avec un Hasselblad qui vaut 50 000 $ en utilisant Midjourney. Est-ce qu'on pourrait demander une photo de 24 pouces par 24 pouces à 300 ppp, genre d'affaire de même? Pas sur... c'est ça. Il va y avoir des limitations par rapport à la résolution. Ce qu'on peut faire, ce que j'ai fait pour des expositions des photos que j'ai produites avec Midjourney, je suis passé dans Photoshop. Et dans Photoshop, il y a des nouveaux filtres qui s'appellent les filtres neuronaux, neurones pour les réseaux de neurones, et qui va permettre d'agrandir la résolution à... Donc ça, dans les photos, tu peux dans Photoshop réussir à le faire. Puis ça donne un résultat vraiment, vraiment impressionnant. Oui? J'ai une question qui est pas par rapport aux images, Un petit peu fort. Par exemple, si on voudrait faire de la modélisation d'un objet, est-ce que ça existe? Oui. La version, genre, tu décris une classe avec tel type d'angle, il va créer un modèle 3D, effectivement. Il peut créer un modèle 3D. Mais en fait, excuse-moi, je confonds. Tu peux le faire dans GPT-4 maintenant. Le modèle GPT-4 te permet de le faire. Pas Midjourney. Je t'ai rendu d'erreur. C'est pas vrai. C'est donc plus du côté de GPT-4 avec ChatGPT qu'on peut réussir à faire de la modélisation et ensuite exporter le modèle dans un logiciel. Donc ça, c'est très intéressant aussi à explorer. D'ailleurs, je ne sais pas donc si vous avez remarqué, mais... Ah oui, où? Excusez. Oui. Moi, j'ai remarqué, j'utilise des technologies pour faire du Photoshop, puis là, il y a le Photoshop AI Beta. Est-ce que c'est une réponse à tous ces modèles-là? C'est la suite logique. On va voir la démonstration de ce dont tu parles, la version bêta. D'ailleurs, quand on va y arriver, c'est ça, je regarde là parce que je veux absolument qu'on en arrive là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par la version bêta. Et après beaucoup de négociations avec le département informatique la semaine dernière, je les ai convaincus de rendre disponible dans le centre logiciel à partir d'aujourd'hui la version Photoshop Beta que vous allez pouvoir essayer et télécharger sur votre ordinateur en espérant que vous avez les ordinateurs qui permettent de l'utiliser. Mais je voulais juste faire la démonstration que je porte fièrement aujourd'hui un chandail qui a été imprimé hier chez Art of Wear à partir d'un prompt très simple que mes amis CP, mes collègues CP, se sont amusés sur le team, c'est-à-dire essayer de deviner quelle est la signification du mot galimatias. Et vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet chercher la réponse. Fait que, j'ai triché un peu, je suis allé sur Internet, sur Midjourney, et j'ai mis ça, et voici les images qui m'ont sorti de galimatias. Le mot, dans le fond, qu'il fallait découvrir. Ça ne me disait pas grand-chose, mais ça me parlait beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup les toiles de Jérôme Bosch, et je voyais beaucoup de ressemblances à l'univers de Jérôme Bosch. Donc, je me suis amusé et j'ai fait upraiser sur Photoshop les images et j'ai pu les faire imprimer chez Art of Wear. Mais là, justement, excuse-moi, mais justement, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être dans tes intérêts pour Jérôme Bosch que justement les données déjà accumulées fait que l'image générée par l'intelligence artificielle, ça me dit à ça, parce que galimatias signifiant dans le fond des mots un peu insensés, ça aurait pu nous amener ailleurs. Exactement. La parole, le mot, plutôt que Jérôme Bosch, qui est déjà quelque chose de très particulier. En effet. Mais c'est ça, c'est que peut-être que des requêtes que j'ai faites dans le passé, il s'est souvenu, comme tu le disais tantôt, et a donc adapté ce mot-là en fonction de mes désirs, qui était capable de deviner, puis il m'offrait quelque chose qui m'a vraiment émerveillé. Donc, je me suis amusé. Donc, puis c'est Marco Roy qui m'a fait découvrir il y a quelques mois ce fameux site pour imprimer des vêtements, je ne veux pas faire de la publicité, là, mais je le fais quand même. Mais c'est très amusant de pouvoir utiliser des images qu'on crée avec l'intelligence artificielle
et ensuite aller se créer un compte gratuitement sur Art of Wear et pouvoir, il y a plein de vêtements qu'on peut créer et imprimer les images qu'on a créées avec l'intelligence artificielle. Puis ce T-shirt-là m'a coûté 22 $. Donc, c'est amusant. Il y a toute une panoplie de vêtements qui sont possibles, c'est possible d'imprimer. Évidemment, je pensais aussi à la possibilité en design d'intérieur pour créer des concepts, utiliser ça. Donc, il y a plein, si on fait un petit peu le tour des réseaux sociaux et on fait Midjourney et on demande en design d'intérieur qu'est-ce qu'il y a comme image, il va y avoir une panoplie d'images intéressantes, réalistes, puis des fois fantaisistes, qui va donc apparaître comme concept, qui ont été faites par donc des membres d'Instagram, donc qui partagent leur création, que vous pourrez cliquer dessus puis aller plus loin parce que c'est des univers qui sont vraiment intéressants. J'en ai sélectionné juste quelques-uns. Donc, c'est plus juste du design d'intérieur, c'est aussi de l'architecture. Là, ça s'appelle Arc Design Group. Mais on va le voir aussi apparaître dans les applications mobiles, téléphone, des applications comme Photoleap qui permettent de prendre une photo. Ça, c'est mon salon chez moi pour faire la démonstration. Donc, le avant et le après. Et je peux donc générer tout un design d'intérieur directement, puis choisir des looks ou des atmosphères en bas. Il va donc me générer des décors en l'espace de quelques secondes. C'est une application, ça? Photoleap, que j'ai installé sur mon application mobile. Puis sur Internet, si vous faites IA, génération de design d'intérieur, vous allez trouver plein de sites qui font des choses comme ça en design d'intérieur. Oui. Je pensais que j'essayais de le bouger. Je ne peux pas parce que là, c'est une image, mais sur mon téléphone, oui, je peux bouger le curseur, puis voir le avant, puis le après, puis régénérer quelque chose d'autre, une nouvelle scène. Donc, c'est très amusant. Évidemment, toutes les couronnes, c'est des créations premium. Il faut payer un frais par mois pour avoir une version premium. Mais il y a quand même beaucoup, si vous voulez l'essayer gratuitement, il y a plein de possibilités aussi. Évidemment, j'ai parlé de design de mode, de design d'intérieur, puis j'ai jamais enseigné dans ce domaine-là, donc je parle peut-être à travers mon chapeau. Mais j'ai déjà enseigné, par exemple, en cinéma. Puis en cinéma, on fait appel à ce qu'on appelle les mood boards ou les planches d'inspiration. Et là-dessus, on peut aller chercher plein de choses. On peut découper des tissus, on peut prendre des photos, faire des dessins. Puis je trouve que des logiciels comme Midjourney est fantastique pour pouvoir faire des moodboards. L'autre chose qu'on fait aussi souvent en cinéma, c'est des storyboards, des scénarios images, un mot qu'on n'utilise jamais. Mais bref, vous savez ce que c'est quand on parle de storyboard. Ça nous permet d'échanger avec l'équipe et de visualiser la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Pardon? Ben, je vous ai montré des exemples d'exploration que j'ai faites avec Midjourney. Puis je pense qu'on peut l'essayer avec... Moi, j'essayais un prompt qui disait toujours « storyboard »,« movie storyboard », puis il me sortait des dessins. D'ailleurs, je vais vous faire partager une idée fantastique d'un projet qui a utilisé Midjourney, d'un collègue d'un autre cégep qui est CP, et je l'ai interviewé sur un projet qu'il a fait. Il s'appelle Julien Martineau. Et il a décidé de faire une bande dessinée avec Midjourney pour enseigner le français comme langue seconde. Donc, je vous présente l'entrevue. Ça dure 3-4 minutes. C'est fascinant. Mon nom, c'est Julien Martineau. Pendant très longtemps, j'ai été professeur de langue seconde au collège Marianopolis. Donc, j'enseignais le français à des personnes dont ce n'était pas la langue maternelle. Donc, j'avais des étudiants de différents niveaux au cours d'une même session, donc des francophones et parfois des apprenants ou des débutants en français.
Et puis après 10 ans, j'ai décidé d'aller faire le saut du côté de conseiller pédagogique. Donc j'avais l'impression que j'avais touché à beaucoup de projets pédagogiques, puis là j'appréhendais un peu le retour, donc je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Puis jusqu'à maintenant, je dois avouer que je suis vraiment très très heureux de cette expérimentation. Puis dans le fond, le projet de bande dessinée, c'était un rêve que je caressais depuis longtemps en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que en langue seconde, bon, c'est des concepts des fois qui semblent très faciles pour nous en tant que professeurs, tu sais, l'accord, le féminin, le masculin, des catégories là, de grammaire, mais quand on parle à des apprenants ou des personnes qui débutent leur parcours en français, c'est des choses qui sont quand même assez complexes, puis il faut utiliser beaucoup de méthodes pédagogiques ou d'imagination pour être capable d'aller expliquer à tous les apprenants, tu sais, vraiment diversifier un peu nos explications. Je suis tombé sur la bande dessinée Understanding Comic de Scott McCloud. J'ai vraiment adoré mon expérience parce que c'était à la fois une explication du fond et de la forme. C'est-à-dire qu'on était capable d'expliquer des concepts très, très théoriques de l'image, de la représentation, de l'illustration à travers une bande dessinée. Et je me suis dit, il faudrait qu'un jour je sois capable de faire ça en grammaire, c'est-à-dire expliquer des points de grammaire, des notions de grammaire, pas juste à travers des PowerPoint, des images, mais vraiment à travers une bande dessinée, parce que souvent, je trouve que la métaphore ou l'image, c'est ce qui marche le mieux avec plusieurs de nos étudiants. Par contre, le projet n'a pas vraiment vu le jour parce que j'ai beau être quelqu'un qui aime beaucoup la bande dessinée, mais j'ai aucun talent pour dessiner comme tel ou pour créer des illustrations. Donc, c'est resté dans ma tête. Par contre, avec un peu l'émergence des IA génératives, je me suis beaucoup intéressé à ça, dont les IA qui génèrent des images. Donc, j'ai un abonnement que je partage avec des collègues justement de Midjourney, puis j'ai beaucoup expérimenté avec la chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas justement essayer de créer cette fameuse bande dessinée-là avec l'aide des IA. Mais non seulement j'ai pu utiliser les IA génératives d'images comme Midjourney, mais je me suis aussi fait aider par des IA génératives de texte, des robots conversationnels comme ChatGPT qui m'ont aidé quand j'ai donné mon concept de base. Donc, c'est ce que je veux, j'ai expliqué telle chose, quelle métaphore, quelle image, comment tu crois que je pourrais expliquer ça? J'avais une série de propositions que j'ai peaufinées, évidemment, mais ils m'ont servi vraiment de canevas ou de génération d'idées que j'ai pu par la suite un peu préciser avec les images. Puis, j'ai monté le tout avec Canva, qui est un outil qui est quand même relativement accessible. Donc, ce qui est assez incroyable avec l'IA générative, c'est que maintenant, le savoir technique n'est plus un enjeu nécessairement à la création, tu sais, c'est quand même assez incroyable. On est une petite équipe, là, on est surtout les CP là, avec une tendance un peu plus reptique. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'est créé un compte commun où tout le monde a accès au mot de passe et on s'est créé un abonnement qu'on paye. Donc, il y a une personne qui paye, on se sépare et tout ça. Puis, dans le fond, sur Discord, on s'est chacun créé notre serveur où on a le robot conversationnel ou le robot, en fait, c'est Midjourney. C'est sûr qu'il faut quand même avoir une bonne confiance avec ses collègues parce que même si on a chacun notre serveur, on a accès quand même au serveur des autres pour voir, mais c'est quand même dispendieux, mais à 4 ou à 5, ça devient beaucoup plus accessible. Puis on fait le même processus, en fait, avec ChatGPT. Donc, on a les deux abonnements qu'on se sépare en groupe. Donc, ça nous permet d'utiliser quand même des outils qui sont assez incroyables à une fraction du prix, là. Vraiment intéressant. Moi, ça m'avait fasciné. Puis on partage beaucoup le réseau Reptique, les trouvailles qu'on fait, les projets qu'on fait, les coups de cœur qu'on a des projets pédagogiques, les profs de notre cégep. Et quand je vois publier des projets comme ça, là, je trouve ça vraiment fascinant. Mais, c'est pas tout. Julien a fait un autre projet en français aussi, en littérature, et a créé un jeu de cartes que je ne connaissais pas, les jeux de cartes Magic. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient les cartes Magic. C'est un genre de jeu, Etem, tu connais un peu, mais je ne connaissais pas ça, puis j'étais fasciné. Mais il a créé ce set de cartes-là basé sur l'œuvre de Nelly Arcan. Et il s'est promené vraiment dans toute l'œuvre de Nelly Arcan. Il a créé des cartes à jouer. C'est des cartes de stratégie que tu joues avec deux. C'est des cartes à collectionner. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a un set de cartes, tu joues avec lui, puis il y a comme des commandes sur chacune des cartes. Et donc, il y a donc ici le centre de santé, le café du plateau, le boulevard Saint-Laurent, le Billy Coon. Donc, il a créé toute cette imagerie-là à partir de cartes
qu'il y a une mécanique de jeu qui existe déjà. Il les a juste transposées avec des images de Midjourney qu'il a créées. Donc, les gens se mettent à jouer, les élèves peuvent se mettre à jouer après avoir lu l'œuvre de Nelly Arcan et pouvoir donc entrer dans cet univers visuel-là. Donc, c'est vraiment très, très beau. Si vous êtes curieux, sur le PowerPoint, il y a ici le lien vers tout son set de cartes que vous allez pouvoir voir en détail. Et donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. C'est vraiment, vraiment formidable. Un autre exemple, je vous parlais du fait que je suis directeur d'un club photo. On a quelques collègues qui expérimentent avec l'intelligence artificielle depuis 1 an. Un collègue qui avait des problèmes de santé depuis la dernière année. Et dans l'exposition cette année, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il utilisait des photos qu'il avait prises dans les années 70 et il demandait à Midjourney de recréer des images semblables aux images qu'il a créées il y a 50 ans. En quelques mois, je pense que mon ami a produit quelque chose comme 7000 images. C'est assez exceptionnel de voir cette créativité-là avec des outils comme celui-là. Je vous ai parlé tantôt du fait qu'on peut changer les visages, mais qu'on peut aussi envoyer une image à Midjourney et lui demander de la décrire. Et ensuite, prendre cette description-là pour créer des nouvelles images. Je vais vous faire la démonstration à partir d'une photo que j'ai faite à l'exposition. C'est une photo finale, donc ce n'est pas ma copine, c'est la photo avec le visage que vous avez vu tantôt, que j'ai recréé sur le corps de ma blonde. Donc, on va voir comment ça fonctionnait, une description d'image dans un premier temps. Oups. Ah oui, ça. Donc, je suis dans le compte Discord. Je choisis la fonction Describe. J'y envoie une image. Là, j'hésite un peu quelle image que je vais choisir. Je choisis une image donc, sur mon disque dur. Et je choisis donc, pas l'aviateur, en tout cas, celle qu'on a vue tantôt. Tout n'est que vanité. Et voilà. Et je lui demande de me décrire cette image-là. En quelques secondes, il va analyser l'image, il va la lire, la décrire, et il va me créer 4 requêtes possibles pour recréer une image inspirée de ce qu'il a été capable de lire de cette image-là. Et puis ensuite, moi, je regarde effectivement comment il a décrit, je choisis celle qui me plaît le plus, et puis je peux toutes les faire, ou je vais en choisir 1, 2 ou 3. J'en choisis 3 qui me plaît. Il va recréer, inspirer de l'image que j'ai proposée, de nouvelles images. Donc, vous me direz qu'elle est complètement différente, mais avec le prompt qu'il a créé, je peux donc explorer des nouveaux univers auxquels je n'avais pas du tout pensé, puis à partir de là, aller plus loin. Je peux donc faire un zoom arrière, faire des panoramiques pour découvrir ce qu'il y a à gauche, à droite, faire exploser et agrandir cette image-là. Donc, puis là, ici, je vais vous montrer, je vais choisir la photo d'en haut, que je trouve intéressante, et je vais l'utiliser pour changer le visage et mettre mon visage avec une application qui est dans Midjourney, que j'ai ajoutée. Et la requête, c'est dans Application, Swapper, et vous allez voir mon visage apparaître. Donc, imaginez la facilité avec laquelle on peut créer des nouvelles images en utilisant le visage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas obligé d'être mon propre visage. J'aurais pu prendre le visage de plein d'autres personnes pour arriver au même résultat. Mais c'est d'une facilité désarmante et on ne voit vraiment pas la composition, là, comme on fait du compo en Photoshop. C'est vraiment seamless, là, c'est magnifique. Donc, d'autres images, je lui ai demandé ici, à partir d'un chip d'ordinateur, un microprocesseur, de me créer un paysage d'une ville urbaine. Donc, il m'a créé cette ville
cette ville-là, donc je trouvais assez intéressante. Donc, mélanger le processeur et un paysage d'une ville. Une photo de moi que j'ai faite tout seul dans mon salon et ensuite que j'ai recomposée dans un décor. C'est une autre image qui faisait partie de l'exposition. Et une photo de moi en prêtre qui s'est vieilli jusqu'à l'âge de 75 ans. Donc, avec l'intelligence artificielle, donc je pouvais lui demander de me vieillir à partir du visage actuel. Mais je m'étais déguisé, j'avais quand même porté le costume, donc c'est une partie de l'image qui était affectée. Voilà donc certaines choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle qui sont vraiment fascinantes. Mais évidemment, ça peut créer beaucoup de friction et de polémique. Donc parlons de polémique maintenant. Cette image-là, elle est déjà très, très, très belle, puis elle est très célèbre. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà vu cette image? Je vois des gens qui me font signe que oui de la tête. Elle est célèbre parce qu'elle a créé une polémique. C'est que l'artiste, Jason Allen, est un concepteur de jeux vidéo et il a passé à peu près 80 heures à faire de la requête et à modifier son image pour créer cet univers de science-fiction-là. Cette photo-là qui s'appelle Space Opera, je pense, quelque chose comme ça. J'ai oublié le titre, je pensais que je l'avais mis. Bref, il a gagné avec cette photographie-là dans un concours qui est très vieux, un concours d'art qui a plus de 100 ans. Et les juges lui ont accordé donc la première place. Et les gens savaient qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle. Sauf que quand ça a été publié, ben les artistes ont dit non, ça n'a pas de bon sens de récompenser quelqu'un, ce n'est pas de l'art que d'écrire quelques mots dans un logiciel pour créer de l'image. Où est-ce qu'on s'en va? L'art est vraiment court à sa perte. Un autre exemple. Une auteure de bande dessinée qui d'habitude écrit des textes et qui a recours à des dessinateurs ou des dessinatrices pour faire les images, a elle-même créé sa propre BD avec Midjourney. Elle a fait enregistrer les copyrights et l'US Copyright Office, quand on s'est rendu compte qu'il y avait usage de Midjourney, ils ont retiré une partie du copyright. Oui. Oui, même question. L'image précédente qui a gagné le prix, là, si je comprends bien, cette image-là n'a pas le droit, en théorie, de lui appartenir, même si c'est son œuvre commandée. Il a le droit de faire de l'argent avec, mais il ne peut pas la protéger par du copyright. Donc, le lien de l'article, c'est qui est vraiment, vraiment intéressant sur ce qui s'est passé avec cet artiste-là, puis les conséquences qu'il y a eu avec le US Copyright Office, fait un peu jurisprudence, et puis c'est fort intéressant. Donc, je vous invite à lire, si ça vous intéresse, l'article que j'ai mis en référence en bas, du Wall Street Journal. Il y a un autre truc qui s'est passé aussi le printemps dernier, c'est au mois de mars 2023, il y a eu une levée de bouclier parce que le Figaro a créé, pour illustrer un des articles dans le Figaro, cette illustration qui s'appelait « Un groupe de notables » pour illustrer un article dans le journal Le Figaro. Vu tout le tollé que ça a créé, ils ont retiré du site Internet Le Figaro cette image-là. Mais ça a donc créé une autre polémique. Et le dernier que vous connaissez peut-être, l'année dernière, qui est très célèbre, c'est cet artiste allemand-là qui a gagné un concours, qui lui n'avait pas déclaré qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle pour fabriquer cette image. Et lui, il voulait faire un statement, dans le fond. Il voulait créer un événement pour sensibiliser les gens au fait qu'il faut créer des catégories. Il faut être transparent dans l'usage de l'IA quand on participe à des concours. Donc, ça, avant de passer à la prochaine diapo, c'est pour ce qui est de la question de l'usage de l'intelligence artificielle pour la production d'images. Quels sont vos... je ne vais pas créer le débat ici, mais vos impressions par rapport à cette question-là. On a vu les possibilités tantôt, puis on va en voir d'autres tout de suite après, des choses encore plus surprenantes.
Mais là, avec ce qu'on vient de voir sous cette question-là, la question de l'usage de l'intelligence artificielle pour créer de la photo, où est-ce que vous vous situez? Oui. Ben, moi, je ne travaille pas comme artiste, donc je vais pousser ma question à l'extrême, bien que je ne sois pas d'accord avec la prémisse. À part devenir des ingénieurs de combinaisons de vocabulaire ou de mots, comme humain, on sert à quoi? Bien, c'est une bonne question. Mais ce qu'on se rend compte, parce qu'il y a beaucoup de revues, j'ai lu beaucoup de revues cette année de photographie, de photographes, et il y a vraiment les deux extrêmes. Comme l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, tu as des gens qui sont vraiment contre, il y en a qui sont vraiment pour, qui ont exploré. Puis chaque personne qui ont tendance à être plus pour, disent que personne ne pourrait arriver à une qualité d'image sans connaître, sans avoir les compétences, le vocabulaire pour arriver précisément à une qualité d'image comme eux ont réussi à créer avec leur propre univers et leur propre singularité. En ce sens-là, ceux qui sont favorables ont tendance à croire que l'intelligence artificielle est un outil supplémentaire qui leur permet d'aller plus loin que ce qu'ils peuvent faire sans ça. Oui, Catherine. Mais moi, côté artistique, j'ai de la misère à avoir une opinion là-dessus. Moi, c'est vraiment le côté historique des photos, parce que je me dis, tu sais, c'est sûr que la désinformation existe depuis longtemps, mais là, c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde, quand on voit une image, de savoir si ça a été créé, oui ou non, par l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, au fur et à mesure là, que ça va avancer, historiquement, quand on va voir des photos, est-ce que ça ne peut pas biaiser ce qui s'est passé dans l'histoire? Est-ce que, tu sais, on peut créer une image qui s'est passée en situation de guerre, par exemple avec une petite fille au milieu de débris, puis tu sais, on invente des histoires qui arrivent. Tu sais, est-ce que ça peut justement biaiser l'histoire, puis le cours des choses que nous n'ont pas... Ah, bon. J'ai fait un saut dans le temps historique parce qu'il y avait un article fort intéressant dans le journal Le Monde sur cette question-là, qui voyait justement qu'il y avait un danger au niveau historique de réécrire l'histoire avec des images d'événements qui n'ont jamais existé et de faire circuler donc de la mésinformation. Il y a la désinformation puis il y a la mésinformation. Alors que la désinformation a vraiment un objectif malin, il y a d'autres qui sont juste un objectif qui ne se rendent pas compte, qui font de la mésinformation et que ça a des conséquences des fois aussi importantes que la désinformation. Donc ici, on a cette découvreuse de l'ADN, Rosalind Franklin, qui n'a jamais reçu le prix Nobel. Et là, maintenant, on a créé une photo comme quoi elle avait reçu dans le passé le prix Nobel pour sa découverte. Alors que c'est d'autres chercheurs qui ont reçu le prix Nobel et non elle. Donc, effectivement, c'est une question fort pertinente. Et l'article, il y a le lien de l'article pour ceux que ça intéresse, parce que c'est très, très riche en termes de réflexion à avoir sur cette question-là. On peut évidemment comprendre, étant donné que je suis dans cette section-là, que si Midjourney a fermé son site gratuit, la section gratuite du site, c'est parce que des images comme celle-ci avaient été créées et avaient donc causé beaucoup d'émoi. Il y en a qui c'était évidemment humoristique, mais il y en a d'autres, j'ai oublié de la mettre, mais il y avait une image très réaliste comme quoi le Pentagone avait été attaqué. Et ça a eu des conséquences sur l'économie américaine, où il y a eu un soubresaut dans l'économie qui a à peu près de 500 millions de dollars dans un après-midi dans l'économie américaine. Si on a une fausse image qui circule sur le web, puis que ChatGPT s'éduque, ça devient plus intelligent avec le web, c'est que la fausse réalité va venir nourrir l'intelligence artificielle des robots. Oui, éventuellement, probablement. Pour l'instant, ils sont tous entraînés avec quand tu parles de ChatGPT, avec des données qui terminait en décembre 2021, GPT-4, le modèle GPT-4. Mais éventuellement, les nouveaux modèles vont être entraînés avec effectivement des images qui sont... Mais ça existe déjà, ça a toujours existé, mais c'est beaucoup moins nombreux que ce l'est maintenant et beaucoup plus facile maintenant de produire de la désinformation ou de la mésinformation avec ces images-là. Fait qu'effectivement, c'est un problème auquel il faut être vigilant,
Et il faut avoir un esprit critique, puis éduquer, je pense, nos enfants, nos élèves à avoir un esprit critique par rapport à ça, puis être vigilant dans le regard qu'on porte dans les images et toute la communication qu'on a avec nos communautés. Oui, Tim? J'aime beaucoup le fait, décider d'ajouter ce qui parle par rapport à l'intelligence artificielle. Ça montre aussi quelque part que la réflexion autour de ce concept, ça se nourrit avec le temps, ça se développe. En fait, au début, on sait que c'est vraiment, on peut se défier à 100% à ça, et avec le temps, en fait, on commence de plus en plus à dire qu'il faut cadrer tout ça. Et je trouve ça super intéressant, et dans le sens où est-ce qu'au moins, en fait, conversation autour de l'intelligence artificielle peut en fait être développée à dans le bon sens, parce qu'on commence à réfléchir à cette intelligence-là comme pas quelque chose comme, c'est pas une conscience, c'est pas quelque chose d'humain. Donc le choix du mot en fait par rapport à ce que c'est ChatGPT ou Midjourney font, il ne faut pas vraiment utiliser du mot comme création, créer, mais surtout vraiment par rapport à générer en fait à partir de bases de données. Très pertinent. Oui. J'imagine que tu l'as lu dans le New York, ça parle du fait qu'on y va dans le mauvais chemin en fait quelque part, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose de conscient, quelque chose qui peut inventer des choses. Ça invente l'article avec le titre de l'article ça reflète ça, ce sont des choses générées à base d'humains. L'être humain doit être toujours central par rapport à oui, c'est ça. C'est une collaboration avec la machine qui est devenue hyper puissante pour réaliser des choses artistiques, effectivement. Mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ne se disent pas créateurs d'images, mais plutôt producteurs d'images. Et quand ils sont dans un état de transparence par rapport à l'usage, ils vont dire « j'ai produit avec la collaboration d'une intelligence artificielle ces images-là ». Je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement sensibiliser les gens au fait qu'on a une responsabilité d'une part, mais aussi d'être transparent lorsqu'on crée des images comme ça. Je vais rester dans cette section-là pour vous montrer, étant donné qu'on parle de sensibilisation, comment on reconnaît. Le Monde a fait un autre article que je lis sur comment on reconnaît que les images ont été générées par des intelligences artificielles. Évidemment, plus que Midjourney s'améliore, plus qu'il devient bon, puis c'est plus difficile à détecter. Mais encore, vous essayerez de demander à n'importe quelle des intelligences artificielles de dire tel personnage tient un parapluie et regardez les mains du personnage qui va générer. C'est vraiment fantastique. L'intelligence artificielle n'arrive pas à comprendre comment fonctionne cet outil qui a fait qu'on s'est développé le cerveau, qui est nos mains. Comment, dans l'évolution de l'humanité, les mains sont très, très importantes dans le développement du cerveau. Et ça a l'air facile à dessiner des mains, mais ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle n'arrive pas à bien comprendre comment ça fonctionne des mains. Fait que ça, c'est un des premiers points à être très attentif. Il y a d'autres éléments aussi, quand on est très attentif. Tout ce qui est langage, c'est-à-dire représentation graphique des lettres et des mots, il n'arrive pas à faire du sens avec ça. Il y a toujours tout ce qui est reflet dans des miroirs, dans des objets. Il y a de quoi d'étrange qui se passe à ce niveau-là. Comme je vous disais, les mots, ils n'arrivent pas à bien gérer ça quand ils gèrent les images, c'est n'importe quoi. Donc, je reviens en arrière. Je fais du back and forth. Je me promène un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de graphistes ici, je vous reconnais ici, puis je vous invite à aller vous amuser sur le site de Adobe Firefly, si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a plein de trucs intéressants sur Adobe Firefly. On va parler de Photoshop Beta, duquel vous allez pouvoir expérimenter les nouvelles fonctionnalités dès aujourd'hui ou demain. Je pense que c'est aujourd'hui, il est déjà disponible. Mais regardons sur le site, si vous n'avez pas Photoshop et vous voulez quand même essayer ce qui est possible, allez sur Adobe Firefly et vous allez pouvoir voir les possibilités qu'offre le site. Ceux qui s'intéressent à la typographie particulièrement,
Qu'est-ce qu'on peut faire avec Antipo? Même principe, on va générer, mais on va pouvoir adapter dans les fins détails les objets qu'il va créer très facilement. On parlait de 3D tantôt. Cassandra, tu parlais ben, Firefly est intéressant parce qu'il va pouvoir créer et modifier des modèles 3D aussi assez facilement. Mais mon gros coup de foudre de l'année, c'est ce dont je vous parle depuis tantôt, c'est Photoshop Beta, la nouvelle version de Photoshop qui est sortie au printemps dernier. En fait, c'est au mois de juin, je pense. C'est quelques semaines avant que je fasse mon exposition photo. Et j'ai tout changé mes plans. J'ai décidé de changer mon projet juste pour pouvoir mélanger de l'intelligence artificielle aux photos que j'avais commencé à faire. Je vais donc vous montrer ce que c'est que Photoshop Beta et les nouvelles fonctionnalités qui intègrent directement dans Photoshop les possibilités de l'intelligence artificielle. J'ai 2 démonstrations à vous faire. La première, c'est une qui est assez sympathique. C'est que je pars en vacances souvent plus tôt que mon collègue David. Et lui, il reste jusqu'à la mi-juillet toute seule. Il s'ennuie beaucoup. Et ça peut y arriver. Moi, je lui envoie des photos en vacances. Lui m'envoie de ses photos au travail. Puis, j'avais un peu pitié de lui. Fait que j'ai décidé de le mettre dans Photoshop Beta. Et on va voir ce que je peux faire avec ça pour y faire retrouver le sourire. Donc, je vais sélectionner grossièrement ça. Je vais dire, fais-moi un sourire de David. Donc, il va me générer des sourires. Je regarde ça. Mais ce n'est pas le sourire de David. Je génère une autre fois. Donc, j'ai 6 nouveaux sourires. Je choisis un qui n'est pas loin du sourire de David. C'est pas mal. Je décide de changer son T-shirt pour une chemise hawaïenne. Là, je n'ai pas magasiné longtemps, mais j'ai choisi celle-là. Après, je me dis, qu'est-ce qu'il y aurait de bon? Ah, un petit chapeau de paille. Donc, je sélectionne grossièrement un espace, puis je lui dis, bon, fais-moi un choix. Des fois, je suis en anglais, des fois, je suis en français, il comprend les deux. Donc, j'aurais pu magasiner plus longtemps, hein, David? Donc, si vous avez déjà fait du compositing en photographie, les ombres, créer des ombres et tout ça, puis que ça soit vraiment transparent, vous voyez qu'en quelques secondes, là, il l'a fait sur la photo d'origine, ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, c'est le verre de martini, ça, c'était pas fort. Là, on est dans les doigts. Vous voyez les doigts, les mains, là, de la misère au bout, là. Fait que c'est un drôle de martini, là. On dirait que tu as mis de la bière, de la Guinness dans ton verre de martini. Mais, oui. Fait que là, après, c'est ça. Donc, j'ai trouvé, là, je l'ai amené en vacances. Fait que David est passé de son local au plein mois de juillet à la plage à un coucher de soleil comme ça. Donc, ça, c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple, toujours avec, c'est cette vidéo-là que j'ai fait d'abord pour vous montrer où est-ce que j'ai pris l'image, toute simple, que j'ai pris dans la cour en arrière. Et puis, ce que j'ai fait avec cette image-là, que j'ai fait avec mon téléphone cellulaire au départ, je vais faire ça vite, vite, pour montrer les possibilités de Photoshop. Donc, je me suis dit, je vais aller au plus simple. Je vais photographier du gazon. Très simple. J'amène ça dans Photoshop Beta. Je décide d'agrandir. Et puis là, il va générer, sans que je lui demande rien, il va générer l'espace plus grand que la photo originale que j'ai mis. Ensuite, j'ai décidé d'agrandir vers le haut. Mais là, je ne veux pas avoir du gazon mur à mur. Je vais dire, je veux un lac et des montagnes. Et là, pouf, il va en 2-3 secondes, en 5-6 secondes, me générer des paysages de lacs.
J'aurais pu magasiner plus longtemps aussi. Mais bon, j'ai choisi celui-là. Ensuite, non, il sent bien, c'est en projet. Donc là, j'ai demandé des fleurs, mais il me sort des choses bizarres des fois aussi, vous avez vu, donc des fleurs sauvages. Là, après, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait bien dans le paysage? Ah, une cabane de bois, ce serait peut-être pas pire d'avoir une cabane là, fait qu'il va me générer des cabanes de bois. Fait que je choisis cette deuxième-là. Elle n'est pas parfaite, mais bon, pour la démonstration, vous avez compris. Je me suis dit, bon, ça manque d'arbres en premier plan, donc je vais ajouter un arbre. Je vais magasiner les arbres, les 3 arbres, donc... Puis finalement, je trouvais que ça me manquait d'humain un peu. Je dis, bon, génère-moi un chien avec son maître. Et il m'a généré, donc, une première série de chiens et de son maître. Mais là, tout d'un coup, la cabane, je me suis dit, là, c'est plutôt une niche pour le chien. J'ai magasiné un peu plus loin le chien et son maître. Il m'en a sorti d'autres. Jusqu'à cela, j'ai trouvé, ah, bon, OK, c'est pas pire. Fait que je suis parti. On va voir de la photo d'original. Je vais tout effacer ce que j'ai créé rapidement. De cette photo-là, on est arrivé à créer ce paysage-là en moins de 10 minutes à peu près. Donc, vous voyez le potentiel extraordinaire de créativité avec cet outil-là. La compétence que j'ai construite au cours des années à faire du compositing, à faire des tâches des fois qui sont ardues et éreintantes, maintenant se font automatiquement. Ça ne veut pas dire que je ne les ferai plus, mais il va y avoir beaucoup de projets où je vais être facilité avec ça. Oui, René. Je me demandais, tout à l'heure, tu as parlé de vieillissement de visage des personnes. Est-ce qu'on peut simuler aussi des vieillissements de paysages? Bonne question. Je crois que oui, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais j'ai vu d'autres personnes. Puis je sais que dans Photoshop, en fait, ce qui est intéressant dans les filtres neuronaux, on peut prendre une photographie l'été d'un paysage et lui dire « je veux que ce soit un paysage d'automne ». Et là, il va le transformer en paysage d'automne. Même chose, il va le mettre l'hiver si tu lui demandes l'hiver. Donc, je pense que oui, c'est possible. Mais dans Photoshop, là, il y a les filtres neuronaux et il y a cette nouvelle barre d'affichage-là qui permet de générer. En anglais, ça s'appelle Generative Fill, le remplissage génératif, qui nous permet de faire ces choses-là. Donc, je vous invite à aller l'essayer, à l'installer, puis l'essayer. C'est technique, là, cette bande-là apparaît automatiquement dans le logiciel. Oui, elle va apparaître, elle est un peu fatigante. On peut, avec les 3 petits points, parce qu'elle se place souvent sur l'image, puis si vous pouvez la piner en bas de l'image, elle ne va être pas dans votre chemin après. Donc, c'est une chose vraiment, vraiment intéressante à essayer. Oui? C'est peut-être pas le moment pour poser cette question-là, mais moi, ce qui me chicote, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça dans nos cours, au point de vue des dissertations, des argumentaires, dans les cours créatifs, là, on rit, on trouve ça bien drôle. Mais moi, je suis un prof, je ne suis pas une police, je ne suis pas là à checker les prompts, je ne suis pas là à voir si c'est une image qui a été générée par IA ou pas. Si je donne un cours de photo, un cours d'illustration, un cours de français, de philo, à un moment donné, c'est quoi les sanctions? Comment on peut attribuer des trucs par rapport au plagiat? Comment on peut prouver que ça vient? L'étudiant peut bien dire, non, c'est moi qui l'ai écrit, non, c'est sûr que c'est pas le cas. Comment on gère ça? C'est finalement notre plus grande inquiétude ici. Puis... Non, c'est une question effectivement qui nous habite tous. D'un côté, je le dis souvent, on est émerveillé par les possibilités qu'offrent ces outils-là, mais en même temps, on est terrifié quand on pense aux conséquences que ça a, puis particulièrement dans nos tâches, nous, d'évaluation. Donc, comment on peut regarder ces outils-là, intégrer ça dans le processus créatif de nos élèves et être en mesure de trouver une façon d'évaluer correctement et de façon équitable les travaux de nos élèves. C'est une grande question auquel tous les cégeps, toutes les universités sont en train de réfléchir et essaient de trouver des solutions. On a même ici, il y a un comité
spécialisée depuis Anne-Gaëlle, depuis le printemps dernier, qu'on a créée sur l'intégrité intellectuelle et l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, on a des professeurs, des CP, différentes personnes. On était 8 personnes sur le comité où on va réfléchir, on va se rencontrer pour voir toutes les conséquences et comment on peut agir par rapport à cette situation-là. Une des pistes de réflexion que je propose, je n'ai pas la solution, mais est-ce que c'est de se poser, y a-t-il eu un processus créatif dans une tâche de création, par exemple? Donc, de faire le suivi du processus. Puis ça, c'est une des choses qui est revenue dans toutes les discussions qu'on a eues au printemps passé entre les cégeps et les universités, c'est de revenir à la question, de remettre au centre de nos évaluations les 3 P. Donc, la question du propos, du processus et finalement du produit. Mais si on fait un suivi de l'évolution du processus avec des éléments de preuve, des captures d'écran, qu'est-ce qui a été posé comme requête, que ce soit pour une image ou avec ChatGPT, on peut faire un suivi et accompagner nos élèves de cette façon-là. Une autre, il nous reste 10 minutes à peine, recommandation que je vous fais en ce sens, c'est de lire cet article magnifique qu'il y a dans le Pédagogie numérique. J'ai fait un lien pour que vous puissiez le lire en ligne, de Dave Anctil, qui est prof de philo à Brébeuf, mais qui est aussi chercheur en intelligence artificielle, et qui a un article exceptionnel sur la question. Et lui, pour ChatGPT, il propose de donner à nos élèves des requêtes qui vont leur permettre d'utiliser l'intelligence artificielle comme s'ils étaient des tuteurs. Et ça va permettre donc aux professeurs d'avoir plein de tuteurs personnalisés de leurs profs, de leurs étudiants. Ça va permettre donc d'avoir un suivi sur les difficultés de chacun des élèves, ce qu'un prof ne peut pas faire humainement parlant, il n'y a pas assez de temps. Donc, si on s'approprie l'intelligence artificielle en fonction de nos besoins et qu'on dirige de façon responsable et éthique nos étudiants à utiliser convenablement ces outils-là, on va peut-être trouver des solutions. J'en ai pas encore de solutions, mais c'est des pistes de solutions. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci, c'est un bon début, tout ça. Mais tu sais, juste concrètement, je mentionne la session d'après de collègues, mais si je suis sûr que ce qu'on vient de me donner comme texte, c'est une nouvelle prof. Je suis sûr que c'est ChatGPT. Qu'est-ce que je fais avec ça? Aucune idée. Je ne sais pas quoi dire du tout. On va voir les supérieurs, puis elle ne l'a pas fait, puis elle ne savait pas trop comment le noter. Tu sais, c'est vraiment comme rendu là, tu sais, c'est ça. Là. Mais moi, ce que j'aurais fait, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense qu'il faut recommander, c'est pas possible de le faire pour tous, mais quand on a pas un souci, mais c'est de rencontrer l'élève et de se poser la question, lui poser la question en fait, pour voir si elle va avouer qu'elle l'a fait, puis de voir pourquoi elle l'a fait, comment elle l'a fait. Donc, je pense que c'est d'entamer un dialogue de sensibilisation par rapport à l'usage avec vos élèves pour prévenir l'usage ou les diriger de bonne manière dans un usage responsable, comme je le disais tantôt. Et Geneviève, tu aimerais ça réagir là-dessus? Oui, en fait, c'est un sujet de la Commission des études depuis l'année dernière là, qui revient assez régulièrement, puis on va en reparler possiblement à la première Commission des études. Aussi, une phrase qui pourrait être mise dans les différents plans de cours qui sensibilise, dans le fond, notre population étudiante à l'intégrité par rapport à l'utilisation de ça. Donc, vous allez voir là, dans le cheminement, on pense qu'il y a des profs qui vont vouloir l'intégrer aussi dans leur cours parce qu'il y a des trucs intéressants à faire avec l'intelligence artificielle, mais est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que je n'ai pas l'autorisation? Donc, il y a un chemin à suivre là, selon les consignes qui nous seraient remis. Mais aussi, ce que j'ai dit beaucoup à différents profs l'année dernière, c'est de dire dans vos consignes de travaux que vous gardez la liberté de confirmer à l'oral, dans le fond, le processus, comme Daniel parlait, du produit qui vous a été remis. Donc, si vous avez des doutes,
et que l'étudiant, étudiante est informé de ça, c'est que vous pouvez la rencontrer ou le rencontrer dans votre bureau puis dire « OK, explique-moi ton travail ». Puis là, ben, l'étudiant qui n'a pas fait son travail, vous allez le voir. Là. Donc là, à ce moment-là, on ouvre un dialogue puis on est capable d'entrer en relation en lien avec l'utilisation de ces outils-là auprès des étudiants et étudiantes. Fait que c'est vraiment une façon différente de travailler, une façon différente de faire nos consignes, puis ça évolue, donc on essaie de suivre ça, mais malheureusement, il n'y a rien qui dépiste à 100%, parce que j'en ai eu des gens qui m'ont dit « Moi, mais tel logiciel de dépistage me dit que c'est ChatGPT, moi je le rentre 2 jours après, puis c'est plus la même chose que ça dit. » Donc malheureusement, c'est pas fiable, ces logiciels-là. Donc il faut rester dans la relation humaine, puis je pense que c'est ce qu'on a à gagner actuellement dans le traitement de ces situations-là. Mais en même temps, ceux qui ont envie de l'expérimenter, il faut l'expérimenter aussi. Moi, tantôt, je voyais des réactions, puis il y a beaucoup d'artistes dans la salle. Je pense qu'il y a sûrement des choses intéressantes, mais il y a sûrement des choses qui vous font peur aussi, puis je pense que c'est compréhensible aussi. Je pense qu'il y a une nuance à faire aussi quand je présente ces outils-là. Évidemment, je m'amuse, je suis enthousiaste, comme beaucoup d'entre vous, mais il y a une différence importante entre s'approprier ces outils-là, ça veut dire expérimenter avec, et les adopter. C'est 2 choses différentes. Les approprier vous permettent de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, et va vous permettre de pouvoir détecter plus facilement par la suite des créations qui ont été faites avec l'intelligence artificielle. Vous ne serez pas infaillible, il n'y a aucune machine qui l'est non plus, mais au moins vous allez pouvoir entamer ce dialogue-là avec vos étudiants parce que vous savez un peu de quoi vous parlez, vous l'avez essayé. Mais ça ne veut pas dire adoptez-le puis mettez ça dans vos processus, dans vos cours. Mais au moins, il faut absolument que vous mettez la main dessus, que vous jouez avec ces choses-là pour mieux les comprendre, pour avoir un dialogue. Parce que si les étudiants voient bien que vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous êtes contre ça, mais vous n'avez jamais essayé ça, bien, il n'y aura pas de dialogue constructif là-dedans, je pense. Donc, c'est ça, il nous reste 5 minutes. Je voulais juste aborder une question importante qui est encore sur la question de l'éthique. Juste vous soulever la question parce que je sais que vous êtes sensible d'après vos questions. Oublions pas que toutes ces intelligences génératives-là ont été entraînées sur de la matière, des artistes qui n'ont pas été consultés, sauf Adobe Photoshop. Toutes les générations d'images dans Adobe ont été faites à partir d'images qui sont sur le cloud d'Adobe, où les utilisateurs ont permis l'usage de leurs photos pour faire ça dans Photoshop ou dans Firefly, comme on a vu tantôt. C'est le seul dataset qui était autorisé par les photographes. D'autres artistes n'ont pas eu cette chance-là, mais ils ont même essayé de faire enlever de l'entraînement, c'est impossible. Mais ils peuvent voir si leur photo a été utilisée pour l'entraînement sur un site qui s'appelle Have I Been Trained? Et vous mettez votre photo et vous allez voir si l'intelligence artificielle a été entraînée avec votre photo. Là, je suis en train de vraiment perdre la voix. Ça tombe bien, il reste 4 minutes. Je regarde toutes mes 7, j'ai presque tout passé. Est-ce que c'est encore de la photographie, ce qu'on vient de voir là, en bout de ligne? Je regarde Catherine qui fait la grimace. La misère, hein? On a parlé, un thème disait, c'est de l'image, c'est de la production d'images. J'ai des collègues au club photo qui me disaient, moi, je suis un artiste qui a toute sa vie utilisé la photographie comme moyen pour créer des images. Je suis pas un photographe. Donc, lui, il n'a pas le même point de vue que celui qui fait de la photographie documentaire et qui trouve ça effrayant de construire de l'image de cette façon-là. Donc, c'est fort intéressant, mais je conclurai sur un documentaire que je vous invite à regarder, qui est remarquable. Je vous ai envoyé le lien pour voir le documentaire au complet. J'ai un extrait de 2 minutes pour terminer. Ça va vous faire beaucoup réfléchir. C'est le peintre britannique Hackney qui fait un historique de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire des arts visuels. On regarde juste un court extrait.
In my studio, we pinned up hundreds of colour photocopies of paintings. Paintings which seemed to have an optical look and paintings that did not. Slowly, we got a kind of order. I put Northern Europe at the top and Southern Europe at the bottom. The wall was necessary because I could then sit back and scan centuries of Western painting. We worked back further and further, and finally we got to a date where beyond that it is very different. And that date is approximately 1420. That date is when a big change occurs. That's been observed by every art historian. The explanations for it are everybody could suddenly draw better. Really? Not that good an explanation, not that rational, really. J'arrête ça là, mais c'est une enquête formidable où il va faire la démonstration de ce qui s'est passé en 1420 et ce qui a fait en sorte que, graphiquement, il y a eu un saut de géant dans la représentation des images, dans les peintures et tout ça. Et je vous recommande, parce que je ne vais pas vous le dire, de voir, mais c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle, avec les images. Ben, c'est ça qui s'est passé. Il va découvrir et faire la démonstration physique dans ce documentaire-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on est allé beaucoup plus loin jusqu'à l'invention de la photographie où là, la peinture va retourner dans un style beaucoup plus abstrait. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai piqué votre curiosité. Merci.